qui contribue au développement des États membres. Je suis très bien. Des moyens de protéger et assister aux populations et ça, c'est les catastrophes naturelles et qui font l'Organisation des Nations Unies. Staffan de Mistura, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Merci de me recevoir pour écouter mes questions. Je m'appelle Nicolas Courec, je suis élève au collège-école de commerce André Chaval, ici à Genève. En quelques mots, résumez-nous votre travail, en quoi est-ce qu'il consiste? Avant tout, je suis ravi de vous rencontrer encore une fois. J'avais votre âge quand j'ai voulu rentrer à l'ONU. Et j'étais très frappé à cette époque par quelque chose que j'avais vu dans les nouvelles, qui était comment c'est possible qu'il y ait des guerres dans lesquelles les soldats ne se battent pas, mais où les soldats tuent des civils. Et c'était tellement outrageux et à la fin, je me suis dit, je voudrais vraiment rendre difficile cette terrible attitude des nouvelles formes de guerre. Alors, dans ces contextes, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de voir s'il y a au moins un point en commun entre les deux côtés qui se battent. 2, si on peut, un petit peu, je voulais faire les médecins, vous savez, quand j'étais vraiment à 18 ans, 20 ans. Puis on m'a dit, mais non, vous parlez des langues, pourquoi pas faire les médecins des pays? Alors, l'idée, c'est un petit peu ça. Quand une guerre, un conflit, comme le cas de la Syrie, a une difficulté énorme à trouver une formule, parce que la haine est devenue tellement forte, et tellement d'autres pays ou groupes se sont mélangés dans ce conflit, c'est un peu comme une maladie. Dans ce cas-là, il faut essayer de maintenir en vie les patients, donc l'aide humanitaire, et en même temps réduire la douleur, en attendant de la cure, du traitement, et le faire tout le temps jusqu'à quand on va trouver les traitements. Et dans les cas spécifiques, c'est ça que j'essaie de faire en Syrie. D'accord. Justement, quand on écoute vos différentes interviews, et puis pour reprendre un peu les mots de Darius Rochemort, il y a une espèce de légende, Staffan de Mistura. Et un mot qui revient souvent, que vous évoquez, c'est le mot créativité. En quoi est-ce qu'il est important pour vous dans la diplomatie? La diplomatie et la négociation est basée sur des règles. Les règles qui existent. Par exemple, les diplomates ne doivent jamais mentir. Ce n'est pas vrai ce que quelqu'un dise qu'il doit cacher la vérité. Au contraire, il doit dire la vérité, mais poliment, mais clairement. Autrement, il y a les guerres, il y a un malentendu. Alors, mais vous savez, dans les contextes dans lesquels nous on se trouve, c'est-à-dire arrêter ou réduire les contextes d'une guerre, il y a beaucoup de créativité négative. Beaucoup. Ils trouvent des moyens pour lesquels ils disent « j'ai été provoqué ». Ils trouvent des moyens pour lesquels ils bombardent un hôpital en disant il y avait derrière l'hôpital des armes. Mais en même temps, ils ont bombardé l'hôpital. Donc une créativité néfaste, sans parler des armes. Les barrel bombs, qui sont des bombes terribles. Les coups de mortier qui sont envoyés d'un côté à l'autre. Notre côté, aussi de la créativité, alors. Exemple. Et quand on s'est trouvé je vous parle des vieux exemples, comme ça, je n'applique pas celles que je dois appliquer encore. Ce sont comme des médicaments, il faut bien les tenir propres et prêts pour les prochaines maladies, quand même. L'exemple, c'était, on était pendant les périodes de la guerre civile dans l'Amérique latine, parce que dans l'Amérique centrale, pendant les périodes de la guerre froide, il y avait plein de morts dans cette guerre civile. Et l'idée, c'était, on ne va pas parler de paix, parce qu'ils ne vont pas l'entendre, on va parler des vaccinations. Est-ce que vous avez des enfants? Question. Ce n'est pas votre cas, évidemment. Et on posait la question, est-ce que vous avez d'enfants? Oui, on a d'enfants. Est-ce que vous voulez qu'on soit au moins vaccinés? La guerre continue. Oui, mais vous ne devez pas vacciner les autres. On va vacciner tout le monde. Mais on va, à ce point-là, éviter que beaucoup d'eux vont mourir des maladies à part la guerre. D'accord. À ce point-là, d'accord. Vous êtes d'accord.
À ce point-là, on arrête pendant 3 jours les combats. Autrement, on ne peut pas faire les vaccins. Et il faut amener les vaccins jusqu'à là, pas des combats dans la zone. Et il faut qu'ils se parlent pour parler des vaccins, pas des paix ou des guerres. Ouais. Et à la fin, pendant 3 jours, aucune guerre. Et après, on a découvert qu'on pouvait arrêter la guerre. Et à travers ça, on a commencé à faire des négociations entre eux qui se parlaient d'autres choses. Mais à ce point-là, ils ont commencé à parler aussi. Mais pourquoi continuer cette horreur? Ouais. Voilà, créativité. L'autre, quand on a utilisé les avions pour bombarder les zones isolées, pas avec les bombes, mais avec du blé, avec des sacs de blé. La même méthode, ouais. Exactement, mais en tirant avec la même exactitude, pas des bombes, mais de l'aide alimentaire. C'est ce qu'on appelle airdropping. C'est ce qu'on a fait maintenant à Deir ez-Zor en Syrie. D'accord. Justement, vous avez parlé avant des règles un peu qu'il y a et de la vision qu'on a des diplomates. Il y a une vision parfois qui est celle de justement de personnes assez froides qui parlent avec une distance de sujets qui sont pourtant très sérieux et très importants. À quel point est-ce que l'empathie, c'est important pour vous, comme diplomate? Pour moi, c'est fondamental. Parce que, avant tout, je pense que nous, on n'est pas dans l'ONU des diplomates classiques, évidemment. C'est la diplomatie très opérationnelle. J'ai maintenant une cravate, une chemise, une jaquette, mais vous savez très bien, sur le terrain, on est habillé dans des conditions complètement différentes et on bouge dans des conditions différentes. Oui. Gilet pare-balles, béret bleu, camion, taxi, enfin, tout ça. Et l'empathie est fondamentale parce qu'il n'y a plus d'idéologie. Il y a des êtres humains. J'étais en train de montrer à Angelina Jolie un livre grand comme ça, ouais. Avec 100 000 noms des gens morts en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des statistiques. Chacun d'eux était un homme, une femme, un enfant, et on oublie ça, et on commence à dire « Ah, c'est terrible, la guerre a fait 100 000 morts, 200 000 morts ». Ça devient une question de chiffres. Ouais. Et dans la négociation, il faut être très personnel, parce que la base de la négociation, c'est la trust, confiance. Ouais. Même si on n'est pas d'accord, mais au moins respecter l'autre. Et pour le faire, il faut avoir un rapport humain. Une autre chose aussi, quand on vous écoute, il y a cette créativité, cette empathie, mais il y a votre optimisme qui frappe. Il y a quoi chez vous qui vous motive toujours? Et puis vous êtes toujours là, on va faire mieux, et puis vous êtes toujours souriant et toujours motivé. Et je dois avouer, il y a des moments dans lesquels je suis très triste. Hein, quand je vois que tout ce qu'on a fait comme effort est saboté par un attentat ou par l'autre côté qui n'est pas en bonne foi. Mais ce qui me donne de l'optimisme et de la confiance, c'est les yeux des Syriens, surtout des femmes syriennes. Des gens qui, je vois, ils ont le courage de dire « nous, on ne va pas lâcher ». On ne veut pas abandonner notre pays au destin d'une guerre non terminable. Et ce n'est pas seulement les Syriens, mais dans tous les autres conflits. Dans les Balkans, c'était pareil. C'était les yeux des gens, des victimes. C'est ça qui donne un espoir et qui me donne la volonté d'être optimiste. Vous êtes binational, italien, suédois. C'est le cas de beaucoup de jeunes à Genève. Qu'est-ce que ça a joué pour vous? Qu'est-ce que ça a joué, pour vous dans votre carrière? Alors tout, je suis sûr que vos copains qui ont la même situation peut-être auront la même difficulté que moi. Je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère, évidemment. Donc, si vous êtes suédois ou italien, je suis les deux. Comment on peut choisir entre un père et une mère? Tous les deux ont une influence énorme et ils vous donnent un côté de leur culture, tradition et tout ça. Donc, ça a beaucoup aidé parce que dans chaque pays, et dans ce cas-là, l'Italie et la Suède, il y a des composantes qui peuvent vous aider. Et dans mon cas, la neutralité suédoise pendant la guerre froide, le respect vers certains principes des droits de l'homme, quand les droits de l'homme n'étaient pas vraiment à la mode. Ouais. De la côté italienne, la composante créative, évidemment, qui est typique de l'aspect et de la culture méditerranéenne, où il faut quand même découvrir et réinventer quelque chose dû au fait que l'histoire les a toujours obligés à les faire, les invasions et tout ça. Oui. Encore une fois, à Genève, il y a beaucoup de jeunes qui pensent aller
dans les relations internationales qui pensent travailler pour des organisations comme l'ONU. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Ben, là, c'est un peu difficile, hein, parce que je dois être vraiment intellectuellement honnête avec ces jeunes et donc peut-être avec moi-même. Moi, je ne regrette pas un seul instant de ma décision, 46 ans maintenant, hein, 19 guerres, avec ça 20 guerres. J'ai eu beaucoup de moments difficiles, j'ai perdu mes collègues, un ami, Sergio Vera de Mello, et j'ai eu des moments dans lesquels j'étais furieux contre ce qui s'est passé quand j'ai vu les Rwandais, Srebrenica, non? Mais j'ai aussi pleuré de joie quand finalement on a pu atterrir à Kaboul avec de l'aide humanitaire malgré le fait qu'ils nous tiraient dessus, ou quand on a cassé les sièges de Djouba, malgré le fait que l'opposition ne voulait pas et le gouvernement ne voulait pas même pas à cette époque. Donc, mon conseil est le suivant. Primo, si vous décidez de le faire, il faut y croire. C'est un peu comme le médecin, c'est un peu comme être à la Croix-Rouge, c'est un peu comme avoir une mission, voilà. Si vous les prenez comme mission, parce que les salaires ne sont pas énormes du tout, on peut devenir richissime en faisant des hommes d'affaires, je veux dire, ou avoir d'autres satisfactions. Mais si vous croyez à la mission, il faut vraiment se poser la question. 2, parler des langues, mais pour les jeunes Suisses à Genève, c'est pas difficile. Il faut les apprendre et surtout quelques langues en plus de celles traditionnelles. L'arabe, par exemple, ou les farsis, ou les pashtuns, ou les chinois, ou les russes même. Mais il faut les apprendre, c'est possible, parce que, comme vous avez dit avant, on a dit ensemble, les contacts humains est fondamental et c'est énormément facilité par la connaissance de la langue. 3, être prêt à être déçu, parce qu'il y aura des moments dans lesquels on va dire l'impuissance de l'ONU à arrêter ça est tellement fort que je me demande pourquoi. Et donc être prêt à être déçu, mais aussi être prêt à avoir des moments merveilleux, des sensations d'avoir fait une différence. Finalement, s'il les prend bien, c'est une aventure utile, non? Et c'est une mission splendide. Mais la famille peut risquer de payer du prix parce que si vous êtes sérieux, vous ne restez pas à Genève seulement, ou à Paris, ou à Rome, ou à New York. Vous allez sur le terrain, les Burundi, les Rwandais, les Soudan, l'Afghanistan. Est-ce que votre famille est prête à passer cette preuve? Donc c'est un choix. Oui. Il y a les discussions de paix qui se sont terminées la semaine dernière. Il y en aura d'autres qui vont reprendre prochainement. Comment est-ce qu'on se sent dans ces périodes de transition comme ça? On travaille pour la prochaine et on essaie d'éviter que ce que vous avez pu obtenir soit détruit par ceux qui ont un agenda, pas pour les pourparlers, mais pour la guerre, dans les périodes. C'est-à-dire, c'est comme un maton, une brique que tu mets sur la table et tu vas construire une maison. Et pendant 7 semaines ou 10 jours, tu dois éviter que quelqu'un casse cette brique, comme ça on peut mettre les seconds. Donc c'est du travail très discret. Beaucoup se passe avant, pendant et après les pourparlers. Ce qu'on voit dans les pourparlers, c'est l'aspect presque social. Les vrais a lieu dans des bureaux, dans des couloirs, dans des salles de réunion étranges, dans des lieux étranges. Stéphane de Mistura, vous l'avez dit, 46 ans au sein de l'ONU. C'est quoi le moment comme ça que vous allez tout de suite toujours vous rappeler un beau moment comme ça? Les premiers beaux moments, c'était quand l'ONU, à 22 ans, j'étais le plus jeune à ce temps-là, et il me disait, mais on ne peut pas vous recruter, vous êtes trop jeune, vous devez faire de l'expérience, qui est d'ailleurs un problème de tous les jeunes, j'ai vu. Et la réponse était, oui, d'accord, mais si je ne fais pas de l'expérience, vous ne me prenez pas. Si vous ne me prenez pas, je ne fais pas d'expérience, c'est de l'œuf. Hein? Donc, les moments dans lesquels ils m'ont dit, d'accord, on va vous prendre, mais on vous demande d'aller où personne ne veut aller. Sud-Soudan. Et ils m'ont donné les passeports bleus de l'ONU. J'étais ravi, fier.
C'était au travail de la communauté internationale après que la Seconde Guerre mondiale où on avait vu les plus horribles choses. Et le second moment, c'était la première fois où j'ai pu casser un siège en n'utilisant pas des armes, en n'utilisant pas de l'argent, en utilisant simplement des techniques négociables. Et quand j'ai vu les sièges cassés, j'ai pleuré de joie. Stéphane de Mussoir, merci beaucoup.